Salut, c'est Nafi Thiam, j'ai 28 ans et je suis heptathlète belge et bienvenue dans le podcast Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nafi Thiam. Je connais Nafi depuis plusieurs années et c'était pour moi une évidence de l'inviter sur le podcast et pas seulement en raison de son palmarès. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant l'épisode. J'espère qu'il vous plaira, en tout cas moi j'ai adoré l'enregistrer. Pour que vous compreniez bien le début de l'épisode, Nafi a changé d'entraîneur fin 2022. Après une dizaine d'années avec Roger L'Espagnard, elle s'entraîne désormais avec Michael van der Patsen. Bonne écoute. Salut Nafi, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invite. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter savent qui tu es, mais au cas où, on va rappeler, tu es double championne olympique, double championne du monde, double championne d'Europe de l'heptathlon, triple championne d'Europe en salle du pentathlon, et depuis début mars, tu as aussi le record du monde en salle du pentathlon. Quand tu penses à tout ça, tu dois te pincer parfois ou ça va, tu l'as intégré? Non, ça va, j'ai intégré avec les années. C'est plus le temps qui passe, moi, qui me dire que ça fait déjà 10 ans depuis ma première compète chez les seniors. Ça, j'ai vraiment du mal à y croire parce que c'est passé super vite. Tu te sens en fin de carrière ou non? Tu as encore Ah bah beaucoup de jours devant toi. non, ça va. Record du monde, je me dis que je suis encore bien là, donc j'ai encore quelques belles années devant moi, je pense. Oui, t'es encore bien, oui, je crois qu'on peut dire ça. Quand t'es arrivé à Istanbul, justement, t'avais quelles ambitions? C'était ta seule compétition en salle de l'année? Ouais, c'était ma seule compétition indoor. Voilà, il y avait eu beaucoup de changements cette année. On a fait quand même des très bonnes séances d'entraînement. Je me sentais vraiment bien. Mais voilà, on est venu un peu sans pression, en se disant bah ça va être intéressant d'avoir des infos pour le reste de la préparation, parce que enfin voilà, mine de rien, ça fait que quelques mois et ça peut quand même bien nous aider pour aiguiller le reste du travail. Et aussi histoire de faire aussi un premier championnat ensemble. Parce que voilà, on apprend encore aussi à se connaître, comment on est l'un l'autre, travailler ensemble, mais c'est aussi important dans les grandes compétitions, dans les moments de stress, savoir comment moi je fonctionne en tant qu'athlète et lui en tant que coach. Donc voilà, c'était plus avec cette vision-là qu'on était venu, mais en sachant quand même que les entraînements se passaient super bien et que je pouvais faire des bonnes perfs. Et tu pensais à l'idée de devenir la première femme à avoir 3 titres en salle sur le Penta ou ces choses-là, tu y penses ou tu fais un championnat à la fois et tu penses pas vraiment à marquer l'histoire de ton sport? Bah, franchement, honnêtement, en arrivant à Istanbul, je pensais pas à ça. C'est vrai que j'avais déjà pas mal de trucs en tête, donc j'étais assez loin de ce genre de préoccupations. Après, c'est vrai que moi, le côté statistique, être la première à faire ceci, la première à faire cela, ça, j'ai jamais trop fait attention à ça. Je pense que quand t'es athlète, bah ouais, t'es là sur la piste. Moi, je suis là, j'ai envie de gagner, j'ai envie de battre des records, de performer. Euh, c'est vrai que c'est peut-être le genre de choses auquel je penserais peut-être à la fin de ma carrière en me disant, ouais, j'ai quand même été la première à faire ça ou à faire ça. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus concentrée sur les perfs, voilà, niveau chiffres et les médailles, quoi. Parce que tu es la première femme à plus de 7000 sur l'hepta et plus de 5000 sur le Penta, c'est ça? À faire les deux, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, à doubler. Ce record, il a changé quelque chose en termes de confiance ou alors il est déjà la conséquence de changements que tu avais opérés avant et qui t'avaient aidé à avoir plus confiance? Je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que c'est la cause ou la conséquence d'un regain de confiance? Je sais pas si c'est juste la confiance, je pense que c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup de facteurs qu'on a mis aussi en place les derniers mois. Pas juste la confiance. Moi, j'étais sûre de ma préparation en arrivant et je savais qu'on faisait les choses bien. Et comme j'ai dit, les séances se passaient super bien. Je sentais que j'étais aussi très bien physiquement. Euh, donc voilà, après, c'est clair que de faire un record du monde sur la première compétition, euh, même si t'as pas besoin d'un boost de confiance, ça, c'est jamais négligeable. Ça peut, voilà, ça aide toujours dans la tête un petit peu. Et moi, surtout de me dire que j'ai fait ce record du monde en n'étant pas voilà, à 100% au niveau des performances et que je sais qu'il y a encore beaucoup de potentiel derrière et que j'aurais pu faire encore beaucoup mieux. Pourquoi tu dis que tu n'étais pas à 100%? Bah, je pense que j'aurais pu faire mieux dans toutes les épreuves. Après, surtout les sauts, parce que c'est. Et je m'en doutais un peu, parce qu'en arrivant là, c'était la hauteur et la longueur sur lesquelles j'avais le moins de répétitions à l'entraînement, et je sentais que j'avais besoin d'encore un peu plus pour être vraiment bien. Et je pense qu'idéalement, il aurait fallu aussi faire
plusieurs compètes avant, mais comme je dis, c'était pas ça le but de cette saison indoor. Euh, Cette année, moi, je voyais un peu ça comme une année de transition aussi, beaucoup de changements, essayer de trouver un équilibre. Et voilà, et finalement, ben, les changements qu'on a mis en place et tout tout le travail qu'on a fait ces derniers mois ont porté leurs fruits vraiment très rapidement. Mais comme j'ai dit, je sais que c'est que le début et je sens qu'il y a encore beaucoup plus derrière. Donc ça aussi, c'est vrai que ça donne confiance et c'est rassurant. Et c'est quand même un peu dingue d'entendre une double championne olympique, double championne du monde, double championne d'Europe, etc. Dire c'est que le début. Et qu'est-ce que Ouais, tu as ben, je encore pense que, en réserve? je sais pas exactement. On verra. Je me mets pas de limite. Bon, je suis jamais mise. Euh, Après, voilà, je pense que avoir le potentiel, c'est une chose et j'ai jamais eu doute par rapport au fait que je l'avais, mais voilà, entre avoir le potentiel et réussir à accomplir la performance qu'on veut, il y a plein de petits trucs qui doivent être mis en place et voilà, j'avais aussi ce feeling-là et c'est ça que j'avais envie de faire en changeant cette année et voilà, je pense que j'avais vu juste, mais je pense qu'en tant qu'athlète, on se connaît aussi et on sait identifier aussi ce dont on a besoin. Jusqu'à récemment, je t'entendais dire en interview, quand on te parlait du record du monde de l'hepta de Jackie Joyner Kersee, qui est de 7291 points, 91 points, que toi, t'aimais te fixer des objectifs que tu considérais comme atteignables et que celui-là te paraissait inatteignable, justement. On va rappeler que ton record personnel, c'est le record de Belgique, c'est 7013 points. Est-ce que ça a changé, ça? Est-ce que tu considères toujours que le record du monde est inatteignable? Bah, je pense qu'il est encore ouais, c'est un record du monde vraiment très solide. Je pense que c'est un des plus durs, à mon avis. Après, voilà, je suis pas fixée là-dessus. C'est vrai que euh, ça se passe bien à l'entraînement. Après, j'ai pas envie non plus parce que ça s'est bien passé cet hiver, partir dans tous les sens. Et voilà, on a commencé à mettre des choses en place et à construire vraiment correctement, brique après brique, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas envie de changer de stratégie. Et je vois aussi à plus ou moins long terme avec les Jeux de Paris et puis l'envie de refaire 7 000 points et plus. Aller peut-être chercher le record d'Europe parce que ça, j'y pense vraiment. Je pense plus qu'au record du monde. Après, voilà, je me dis pas, ouais, le record du monde, c'est impossible, mais step by step, quoi. Mhm. J'ai entendu dire que 2023, c'était une année de transition. C'est parce que c'est le début de ta collaboration avec ton nouveau coach, Michael Van der Platsen, ou c'est pour d'autres raisons? Non, ouais, c'est pour ça, parce que ça a été beaucoup de changements bah, au niveau de la façon de travailler, etc. Mais pas juste ça, vu que bah, je suis en Afrique du Sud, c'est un nouvel équilibre à trouver au niveau sportif, mais aussi au niveau personnel. Donc voilà, c'est énormément de choses. Et je pense qu'il faut savoir être patient avec le côté sportif, mais aussi le côté personnel, de juste se sentir à l'aise et trouver ses marques. Et je pense que c'est l'ensemble qui fait que tu performes, c'est pas juste le côté entraînement, le côté physique, etc. Donc voilà, je savais depuis le début, sans être dérangé par la chose, que ça allait prendre du temps et qu'il fallait être patiente, mais ça fait partie du processus. Et pour que des belles choses arrivent, faut prendre le temps ouais, de construire les choses correctement. Donc voilà. Je voyais cette année comme une année de transition, dans le sens où je ne me mettais pas la pression. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, et je pense qu'avec mon coach, on est sur la même longueur d'onde. On n'a pas envie de se cacher ou de venir en compétition que quand on se sent à 100%. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu à Istanbul, même si je savais que voilà, on m'attendait au tournant, que tout le monde allait regarder ce que j'allais faire parce que je venais de changer, etc. Et que j'avais en plus pas de compétition indoor dans les jambes. Mais voilà, on avait juste envie de le faire et de profiter de cette opportunité parce que notre but c'est de construire sur le long terme. Donc c'est cool. T'es en Afrique du Sud à temps plein? Comment ça se passe? Non, alors du coup là je suis encore en Afrique du Sud pour quelques mois et pour l'été européen, je serai bah, en Belgique, en Europe pour les compétitions parce que c'est aussi plus facile et aussi plus de compétitions plus proches les unes des autres. Puis la météo ici, ça va être l'hiver donc ça va commencer à se dégrader aussi. Donc c'est plutôt plus ou moins la moitié de l'année en Afrique du Sud, plus ou moins la moitié de l'année off-season comprise en Europe. Ok. Et tu peux revenir rapidement sur ton choix de changer de coach? Ben, c'était pas une décision facile, mais je pense que c'est venu aussi, ça s'est imposé. C'est une décision qui s'est imposée d'elle-même. Ben, parce que comme j'ai dit, je sentais que
voilà, il y avait un potentiel qui était là, mais qui n'était pas encore exploité à 100%. Et je pense que ça peut être frustrant aussi pour un athlète de se dire qu'on sait qu'on peut faire mieux, mais qu'il manque certaines choses ou qu'il faut changer certaines choses. Ouais, j'ai quand même fait 14 ans en Belgique avec Roger et voilà, il m'a appris énormément de choses. On a fait des super belles choses ensemble et je pense on est tous les deux très très fiers. Voilà, en tant que sportif, bah, tu as toujours envie d'aller plus loin, plus, surtout si tu sens que tu peux le faire. Et voilà, ça passait par certains changements. Et donc voilà, je pense que c'est aussi naturel finalement que ce que tu apprends sur une carrière, ça peut pas être une seule personne qui t'apprend tout et il faut chercher les connaissances un peu de plusieurs côtés. Donc voilà. On va revenir sur tes débuts. En préparant l'interview, je me suis fait la réflexion que parfois une carrière, ça tient pas grand-chose. Parce que j'ai l'impression que si t'avais pas aimé la confiture, on serait peut-être passé à côté d'une grande championne. Parce que je sais, tu te souviens à quoi elle était cette fameuse confiture? Mais en fait, c'était plusieurs pots, tu vois. Tu vois, genre les trucs de dégustation avec plusieurs goûts. Ok. Voilà. Pour les gens qui savent pas, tu peux expliquer un petit peu pourquoi ça joue un rôle? Mais en gros, ouais, j'ai commencé l'athlé, j'avais 6 ou 7 ans et j'ai commencé par des crosses. C'est ma maman qui m'avait proposé, enfin, elle voulait qu'on fasse un sport. On est quatre enfants, donc elle voulait qu'on fasse un sport. Et elle m'a demandé ce que je voulais faire, je savais pas trop. Donc, comme elle a fait de l'athlé quand elle était plus jeune, elle m'a dit, bah, t'as pas envie d'essayer l'athlétisme? J'ai dit oui. Donc on a commencé, c'était l'hiver, donc on a commencé les crosses avec mon petit frère. Et le premier cross que j'ai fait, ben, ils distribuaient de la confiture, on gagnait de la confiture. Donc j'ai gagné de la confiture. Et comme j'ai toujours été un enfant très gourmand, ben, ça m'a vraiment touché en plein cœur, vraiment la corde sensible. Et du coup, j'ai eu envie de refaire d'autres crosses parce que je me suis dit, bah, peut-être que j'aurai d'autres pots de confiture. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à l'athlé, où j'ai vraiment accroché, quoi. C'était la nourriture, tout simplement. Le choix de faire des combinés, il est venu à quel moment? Ben, je dirais que c'est un choix qui n'était pas vraiment un choix parce que ben, j'ai commencé l'école d'athlé, on faisait vraiment de tout. Euh, et j'aimais faire de tout. Donc, je dirais qu'à l'âge où les gens généralement choisissent de se spécialiser vers une épreuve, donc, je sais pas, vers cadet, je pense qu'en France, c'est un autre, c'est pas la même catégorie, mais vers minime cadet, euh, j'avais pas envie de choisir, j'aimais bien faire de tout. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des épreuves multiples aussi en compétition. Et, et puis, j'étais aussi bien partout. J'étais quand même un peu meilleure en saut en hauteur, surtout à l'époque. Mais voilà, j'aimais bien faire de tout. J'étais aussi bonne au lancer, etc. Donc c'est juste imposé naturellement. Et t'étais déjà avec Roger à l'époque, parce que Roger est lui-même ancien décathlonien. Non, donc moi j'ai commencé, donc j'ai grandi à Namur, donc j'étais au SMAC, c'est là que j'ai fait mes premières années, et puis je me suis entraînée à Anu avec Jules Plumier, qui est un entraîneur de haie, mais j'ai aussi lancé le poids avec des entraîneurs là-bas, donc voilà. Et c'est vers mes 14 15 ans que j'ai changé pour Liège, pour m'entraîner justement avec un seul entraîneur et pouvoir être entraîné bah, sur l'ensemble des épreuves. Ok. Tu penses que ton choix de faire des combinés, ça dit quelque chose de ta personnalité? Parce que, par exemple, quand on entend Ashton Eaton, on se rend compte que il a arrêté l'athlé parce qu'il voulait faire d'autres choses, qu'il s'intéresse à plein de choses dans la vie et qu'on a l'impression Ouais. qu'une seule épreuve, ça l'aurait ennuyé, en fait. C'est aussi ton cas? Ouais, je pense qu'une seule épreuve, ça aurait été compliqué un peu à l'entraînement, parce que déjà, voilà, avec bah, l'hepta, c'est 7 épreuves, et je vais dire que des fois, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, mais j'adore en fait passer de l'un à l'autre, faire des lancers, commencer la séance, tu fais des haies, puis tu vas aller faire de la hauteur, tu vas aller faire du poids, donc ouais, j'aime toucher à tout. J'aime aussi travailler, aller un peu tout et de différentes manières. Donc, je pense que ouais, les épreuves combinées, ça correspond bien à ma personnalité en tout cas. Et ton objectif, c'était Tokyo, au départ. Tu me corriges si je me trompe. Quand tu es arrivé à Rio, t'avais quel objectif? Bah, quand je suis arrivée à Rio, c'était un peu compliqué parce que je m'étais blessée un mois avant au coude. Donc, bah, c'était mes premiers jeux. Donc, c'était une découverte aussi. Je partais plutôt avec l'envie de prendre de l'expérience. Parce que j'avais juste 21 ans, bah, comme j'ai dit, mes premiers jeux. Et puis voilà, en plus, bah, blessé au coude, donc vraiment, c'était pas, euh, c'était pas l'idéal. Mais je me rappelle que ça a été très difficile, voilà, avec la blessure, etc. Mais j'étais aussi très contente de me dire, bah, j'y suis quand même.
Et c'est une expérience que je vais avoir la chance de vivre. Je me disais plus, ben, top 8 je me disais que top 8 c'était possible, sans savoir vraiment ben, dans les lancers ce que ça allait donner. Ben, en sachant que j'allais quand même probablement être capable de faire au moins un lancer et assuré. Donc, ouais, dans ma tête, c'était plutôt top 8. Clairement, je visais pas une médaille du tout. Mm. Mais quand on pense que certains athlètes travaillent pendant des années pour le titre olympique, toi, on a l'impression que tu l'as presque eu sans le vouloir, ton titre. À partir de quand tu as commencé à croire à la médaille? À partir de quand tu t'es dit, ça sera peut-être le titre, en fait? Ben, ouais, je dirais pas que c'est différent pour moi parce que c'est pas une médaille qui tombe du ciel non plus. Ça a été aussi des années et des années de travail. Après, c'est clair que c'était pas à 21 ans, mes premiers jeux et étant blessé, l'objectif que j'avais en tête. C'est aussi peut-être une leçon, c'est que il y a pas d'âge prédéterminé pour performer ou tu vas pas forcément être au pic de ta carrière à 27, 28 ans. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Donc voilà. Parce qu'en plus, c'est pas comme si tu avais bénéficié, entre guillemets, d'un creux et que tu avais gagné avec un total très moyen. Tu fais 6 810 points. C'est Donc, ça. c'est quand même, t'as parfait. T'as fait 5 records sur 7 épreuves, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Surtout qui était surprenant et en même temps pas surprenant à Rio, c'est que c'est toutes des performances que je savais que je pouvais faire. Parce qu'aucune performance, je me suis dit, enfin, ça sort de nulle part. Mais c'était surtout de les faire ben, le bon jour et toutes dans le même état. Et c'est ça aussi qui est peut-être le challenge avec les épreuves combinées, c'est être capable ben, d'enchaîner les performances et de tout faire sur l'hepta sans avoir une seule épreuve que tu foires. Mm. Et ça a été le cas à Rio, en fait. J'ai vraiment eu les deux bons jours où j'ai sorti ben, les perfs que je savais être capable de faire. Mais voilà, il fallait encore les faire sur le même week-end. Et ouais, c'était vraiment le moment parfait. Est-ce que le fait de justement de pas être attendu, ça t'a aidé à parfait? Parce que en fait, personne s'attendait à ce que tu gagnes. Donc, Ouais, totalement. Je pense vraiment, surtout à l'âge que j'avais à l'époque, si je pense j'avais eu la pression, j'aurais peut-être pu craquer. Mais là, vraiment d'être capable de faire ben, juste mon bonhomme de chemin, j'étais juste concentrée sur moi et surtout de pas penser à la médaille en fait. Jusqu'à la fin de la deuxième journée, ça m'a vraiment permis d'être focus sur mes perfs sans me mettre le stress et sans regarder les autres. J'ai vraiment pas du tout regardé ce que les autres faisaient. J'étais vraiment dans mon hepta jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière épreuve. Et je pense que ça m'a vraiment permis ouais, d'être dans mon truc sans avoir une pression ou sentir que voilà, faut absolument pas que je foire maintenant parce que peut-être que je vais avoir une médaille. mais l'impression tu l'as eu après, parce que après titre olympique, après tu as fait les 7 000 points à Götzis. Dans quel état d'esprit t'es arrivé à Londres au Mondiaux en 2017? Londres, c'était assez compliqué mentalement parce que bah là, ouais, du coup, j'étais bah, championne olympique. Euh, les 7000 points, j'étais vraiment la favorite et voilà, on attendait de moi que je gagne. Et c'est vrai que de passer de... Bon, je vais pas dire que j'étais incognito avant les Jeux parce que je faisais déjà des bonnes performances et j'étais déjà suivie par les médias, en tout cas belges. Ben, je dirais que ouais, un an après, c'était plus du tout le même level, quoi. Et ça, c'est quelque chose que enfin, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et ça a été ouais, ça a été assez compliqué. Je me rappelle, après la conférence de presse, juste avant la compétition, j'étais pas bien du tout, quoi. J'étais vraiment hyper stressée, alors que de manière générale, je suis pas quelqu'un de stressé, je suis plutôt quelqu'un de détendu. Donc en plus, c'était bah, quelque chose que je connaissais pas, d'être sous pression et stressé à ce point. Donc, ouais, Londres, ça a été vraiment une expérience totalement différente que Rio. Et c'est vrai, bon, ça fait quelques championnats que la Belgique est devant la France au tableau des médailles, notamment à cause de toi, j'ai envie de dire, Nafi. Mais grâce à toi, ça dépend de où on se place. Mais c'est vrai que la Belgique a quand même une population plus petite que celle de la France. La délégation est plus petite. Donc la pression n'est pas la même. Un athlète français, bon, même si depuis quelques championnats, ça va peut-être un peu moins bien, un athlète français, il se dit que peut-être s'il n'a pas de médaille, c'est quelqu'un d'autre qui en aura une. Toi, tu te sens plus un devoir de gagner ou tu fais ça pour toi? Bah, je pense que, ouais, l'athlète, je fais ça pour moi. Ce serait vraiment triste Hmm. de, de faire tous ces entraînements et passer par tout ça si t'en as pas envie, en fait. Donc, voilà, c'est clair que je le fais pour moi. Après, c'est vrai que bah, la Belgique, c'est une petite nation.
des champions olympiques. On n'en a pas eu non plus des tonnes et des tonnes. On en a eu, hein. On a eu des très bons sportifs, on en a encore, et des très belles médailles. Mais du coup, c'est vrai que en devenant championne olympique en Belgique, ça a attiré beaucoup d'attention. Et je pense que oui, clairement, on faisait beaucoup plus attention à moi. Et comme tu dis, la délégation est plus petite, on a moins d'athlètes sur la piste que peut-être, je sais pas, les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou la France. Donc, l'attention est partagée entre moins de personnes. Donc, c'est clair que ça, il y a toujours un peu plus de pression. Tes études, tu les as terminées quand, tes études de géographie? Juste avant le Covid, donc j'ai terminé en septembre 2019. Qu'est-ce que ça a changé à l'entraînement? Comment tu t'organisais avant et comment tu t'organises maintenant? Ben, avant, donc j'étais en cours la journée. Moi, ce que j'ai fait, bon, déjà, j'ai étalé mes années. Donc, chaque année universitaire, je l'ai fait en deux. Donc, mon bachelier m'a pris 6 ans au lieu de 3 ans. Le Et bachelier, donc, c'est j'étais en l'équivalent cours, de la licence en France? Tu sais, c'est 3 ans je pense. après, 3 ans d'études supérieures. Ok. Ouais, 3 ans et puis le master 2 ans. Ok. Donc, j'étais en cours la journée et puis, ou l'après-midi, enfin, le matin ou l'après-midi. Et puis, j'avais entraînement après ou avant, quand des fois j'avais un trou avant. Donc, je commençais à midi, mais ça, c'était assez rare. Donc, généralement, j'étais peut-être à une IF de 8 à 15 heures. Et puis après j'avais les entraînements. Je dirais que les périodes les plus compliquées à gérer, c'était probablement les stages, parce que souvent, c'était la période de blocus, donc juste avant les examens. Donc, j'étais en stage et je devais m'entraîner beaucoup, mais j'étais aussi censée étudier beaucoup, vu que c'était quand je rentrais de stage, j'avais mes examens. Donc, ça, c'était une période un peu plus sensible. Mais finalement, bon, même si c'était quand même assez fatigant et quand j'ai terminé mes 6 ans, j'en pouvais plus, clairement. C'était quand même assez chouette en fait d'avoir quelque chose d'autre à côté de l'athlé. Ça m'a quand même permis d'avoir un certain équilibre et pas d'avoir toute ma vie et toutes mes pensées focus sur l'athlé. Voilà, j'avais mes études, j'allais à l'université, j'étais avec des gens qui s'en foutaient complètement de l'athlé. On parlait pas de sport, on parlait pas d'athlétisme, mais en fait c'était hyper bien quoi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, en terminant mes études, avoir plus de temps pour la récup aussi, euh, parce que je sentais que j'étais fatiguée de courir à droite, à gauche. J'avais des journées vraiment hyper full. C'était dur de tenir le rythme. Mais ce côté équilibre m'a un peu manqué, en fait, d'avoir quelque chose d'autre sur le côté. Parce que du coup, si ça va pas trop, les entraînements ou t'es blessé, en fait, t'as que ça, quoi. Donc, t'as toute ta journée pour ruminer ton malheur. Ouais. Malheureusement, tu m'offres une transition parce que je voulais te parler justement des moments où physiquement ça allait moins bien et donc dans la tête ça allait moins bien aussi. Notamment, j'avais été surprise de voir ton interview juste après Tokyo, ton deuxième titre, où on te sent très ému et au bout du rouleau, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu penses que ton talent, évidemment, tu es doué physiquement parce qu'on fait pas ce que tu fais sans talent physique, mais est-ce que tu penses que ton talent, c'est aussi ta capacité à t'accrocher quand ça va pas, à rebondir, ce que certains peut-être arriveraient pas à faire? Euh, ouais, je pense que c'est un ensemble. C'est jamais que le physique, je pense, pour arriver à des bonnes performances, ça se joue énormément dans la tête. Et je pense que les années avant Tokyo, c'est peut-être là que j'ai le plus évolué dans la tête euh, que, que le côté physique. Euh, voilà, comme tu dis, après Tokyo, j'étais épuisée mentalement parce que, ouais, physiquement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et du coup, quand ça va pas, que tu as mal tout le temps, c'est pas chouette, en fait, tu profites pas. Mm. Euh, Si tu te lèves le matin, tu te dis, ouais, est-ce que j'aurai mal aujourd'hui? Tu poses le pied par terre, ben ouais, t'as mal. Donc, c'est pas. Ça arrive à la piste, si tu fais tes entraînements dans la douleur, donc c'est pas. Ouais, c'est juste pas chouette, et les deux sont liés. Et je pense que avant Tokyo, j'ai un peu fait l'autruche par rapport à beaucoup de choses, vraiment me dire, c'est les jeux, faut que tu t'accroches, voilà, pense pas à ça, pense pas à ça. J'ai un peu mis ma santé mentale de côté, clairement. Et je crois que ouais, après la compétition, tout est ressorti. En fait, j'étais juste, comme tu as dit, au bout du rouleau. Donc, c'était juste pas possible de garder ces choses à l'intérieur. Alors que je suis pas quelqu'un d'hyper expressif, je dirais, sur la piste en général. Là, je pouvais juste plus tenir. Ça aide sans doute aussi des gens qui te regardent de voir que en fait t'es humaine et que c'est normal de passer par ces moments-là et que ça t'empêche pas de perfer aussi. Donc t'es aussi une inspiration pour ça.
Est-ce que... Ouais, Oui, mais je pense qu'aussi, on a aussi cette idée de ce que c'est un champion et comment tu dois être dans la tête pour être un champion. Faut rien laisser paraître, faut toujours être à 100%, faut jamais être démotivé, faut jamais. Alors que c'est pas ça en fait. Un champion, c'est un être humain comme tout le monde. T'as des émotions, t'as des sentiments, et tu dois prendre ouais soin de ta santé mentale. Et je pense que maintenant, en sachant tout ce que je sais, j'aurais probablement fait les choses différemment. Mais c'est comme ça que tu apprends en fait et que tu prends de l'expérience. est-ce que tu aurais envie de faire une pause de lepta? Comme pour reparler d'Ashton Eaton, lui, il a fait une saison sur 400 haies pour faire une pause. Tu aurais envie de faire une saison sans lepta pour peut-être t'entraîner un peu moins ou ça te dit pas? Euh, Il y a quelques années, je pense que j'aurais peut-être dit ça parce que, voilà, comme j'ai dit, physiquement, chanter en fait au fur et à mesure du temps que mon corps avait du mal à récupérer. Les tâtons, c'est quand même ouais, une épreuve assez traumatisante euh, avec des blessures, avec des douleurs. Donc, après, là aujourd'hui, je pense pas, honnêtement. Euh, Parce que aussi la façon dont je travaille maintenant est différente et pour moi le plus important c'est aussi de mettre mon corps d'abord. Donc je dirais que ouais ma santé physique c'est devenu vraiment je pense une priorité alors que ça l'était plus et je pense que c'est peut-être une erreur que j'ai faite par le passé et bon, après voilà c'est pas pour ça que je serai épargnée des blessures non plus, ça reste du sport, ça reste dangereux. Euh, mais je pense que si les choses voilà, continuent comme ça et avec le mindset que j'ai et que mon coach a aussi, je pense que je peux encore, j'aurais pas besoin d'une année, d'une année sabbatique, je vais dire. Le but, c'est de pas terminer comme à Tokyo, où je Hmm. suis vraiment au bout de ma life, euh, mais de pouvoir justement terminer une année en ayant performé, mais en étant encore très bien physiquement et être capable en fait d'enchaîner les années sans avoir besoin de couper complètement. Et quand tu vois les perfs dans certains championnats à la hauteur individuelle, et quand tu vois ce dont tu es capable toi à la hauteur de l'EPTA, tu te dis pas qu'il y aurait un truc à faire à doubler ou... Parce qu'il y a des années où en fait toi et ou Katharina Johnson-Thompson, vous faites mieux à la hauteur de l'EPTA que les filles de la hauteur individuelle. Alors je dis pas que ça Ouais. serait réplicable comme ça, un jour n'est pas un autre, mais ça te donne pas envie de doubler. Bah, de doubler, oui, si c'est possible. Après, moi, c'est vrai que l'EPTA, c'est ma priorité. C'est ça mon objectif. C'est toujours chouette. J'adore faire du saut en hauteur. Voilà, en Diamond League. Ou je l'ai fait une fois aussi au championnat d'Europe. C'était avant les Jeux de Rio. Euh, mais évidemment, vu que c'est pas pour ça que je travaille chaque jour, je le vois pas comme l'EPTA. Et voilà, pour moi, le plus important, j'arrive au jeu, j'arrive en championnat du monde, c'est l'EPTA. Donc, si les qualifs de la hauteur, c'est avant, ben, je les ferai pas. Euh, Si c'est après, pourquoi pas? Si j'ai le temps de récupérer et que je me sens bien et que c'est pas un risque pour mon corps, pourquoi pas? Après, je pense que ce sera toujours difficile pour moi, tant que je fais de l'heptade, d'être à fond dans la hauteur parce que c'est pas la même prépa. Euh, et puis voilà, l'air de rien, si ton focus est sur quelque chose, même si tu apprécies faire autre chose. Moi, quand je me mets dans quelque chose, je suis à 100%, 120%, 200%. Donc, c'est difficile de te donner à 200% sur l'hepta et te donner à 200% sur la hauteur. C'est Mhm. un choix qu'il faut faire. Moi, pour le moment, clairement, c'est l'hepta. J'ai envie d'aller le plus loin possible dans les épreuves combinées. Et, euh, et après, pourquoi pas faire une seconde carrière sur la hauteur si j'ai encore l'envie et les capacités, les possibilités. Mais je pense que je ne saurais pas faire les deux en ayant le même intérêt exact pour les deux. Ce sera toujours l'hepta d'abord. Maintenant que tu as fait 7000 points sur l'hepta, 5000 points sur le penta et 2 mètres à la hauteur, est-ce que tu as d'autres objectifs en ligne de mire? Parce que j'ai des petites propositions si tu veux. Il y a plus de 60 mètres au jave, il y a plus de 7 mètres à la longueur, moins de 13 secondes sur les haies. Ouais, ben, franchement, les 7 mètres en longueur, oui, ça me tente bien. Ça me tente bien. Les 60 mètres au javelot aussi, parce que ben, je pense que si j'arrive à corriger ce qu'il faut techniquement et aussi renforcer ce qu'il faut physiquement, je pourrais le faire aussi. Donc, en dessous des 13 au et, ouais, je pense qu'il y a encore, il y a encore du progrès à faire. Ouais, j'ai fait 13-20, T1.
l'année dernière. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de continuer à faire baisser le chrono. Mais ouais, les 7 mètres en longueur, je dirais que c'est peut-être celui qui me fait le plus de l'œil. Ok. Le DK, il te fait pas de l'œil? S'il y avait possibilité de faire un DK femme? Ben pareil, pour moi, ouais, pourquoi pas. Bon, après, en même temps, je travaille pour l'EPTA. Je fais pas la perche, je fais pas de disque. Donc, je pourrais le faire pour m'amuser. Enfin, je sais pas dans quel cadre tu poses la question, mais ce sera jamais aussi important pour moi que l'EPTA qui est mon épreuve et l'épreuve pour laquelle je me prépare chaque jour, quoi. Et tu penses qu'il faudrait que les femmes passent sur le DK? Je sais qu'il y a deux écoles. Je pense que Carolina Kluft, elle disait que non, c'est l'EPTA, ce qu'elle aime, c'est pas le DK. Mais en fait, pour moi, c'est l'EPTA et le DK, c'est juste deux épreuves différentes. Et c'est clair que j'adhère pas du tout à l'idée que le DK soit la, la, la forme évoluée de l'EPTA. C'est pas du tout comme ça que je le vois, en fait. Et je me dis pas que je suis en dessous du DK parce que je fais de l'EPTA. Pour moi, c'est juste deux épreuves différentes. Donc, je trouve ça vraiment très triste et même un peu contraire à l'idée de dire, ah oui, l'égalité, etc., bah alors les femmes vont passer sur le DK parce que du coup, ça veut dire que tu prends une épreuve et que tu en effaces toute l'histoire et que tu dis en fait, ouais, on s'en fout, on va faire du DK à la place parce que en fait, c'est mieux. Enfin, pour moi, je vois pas du tout comme ça. Comme j'ai dit, pour moi, c'est deux épreuves totalement différentes. C'est pas du tout les mêmes profils. En plus, je pense que les meilleures heptathloniennes ne seraient pas forcément les meilleures décathloniennes. Donc, ouais, c'est juste passer d'une épreuve à une autre épreuve. Donc, je trouverais ça, pourquoi pas mettre le DK pour les femmes, mais enlever les PTA, franchement, non, je suis pas du tout pour, Mhm. personnellement. À Eugene, tu t'es retrouvée chasseuse sur le 800 parce qu'à Vetter, t'es passée devant au javelot. Comment tu l'as vécu? Parce que tu as peut-être moins l'habitude de ça. Ouais, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation où, ouais, la première place était possible, mais il fallait que je batte ma concurrence de plusieurs secondes. Après, j'étais assez sûre de moi parce que j'avais très bien travaillé le 800 mètres. Je savais que je pouvais faire un bon temps, que je pouvais battre mon record d'une ou deux secondes. Et donc, ouais, j'étais vraiment, puis avec l'adrénaline, vraiment, j'étais tellement focus sur le fait de vraiment faire ma course. J'ai pas du tout joué tactique. Je me suis juste dit, ben, vas-y, le plus que tu peux, sans non plus t'emballer, parce que bah, on est pas mal détationnel avec des temps très différents sur 800 mètres, donc il fallait pas non plus suivre la mauvaise fille. Mais j'étais assez sûre de moi, en fait, et je savais que j'allais le faire. Et comment tu gères ton effort sur un heptat de façon générale? Est-ce que tu es toujours à 100% ou est-ce que tu dis parfois, bon, ça suffira pour cette épreuve parce qu'il faut en garder pour la suite? Ah non, non, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Enfin, en tout cas, j'imagine, c'est à fond sur chaque épreuve parce que tu sais jamais comment va se passer la suite. Donc, il n'y a pas il y a pas de point à lancer par la fenêtre. Donc, j'essaie à chaque fois de prendre chaque épreuve individuellement et d'être à fond sur toutes. Après, voilà, tu peux toujours avoir des petites douleurs et des trucs qui vont un peu te freiner. Euh, mais bon, normalement, si tu es en championnat, c'est que ton corps est en principe capable de le supporter. Donc, ouais, on est toujours à fond. Et tu peux parfois aller te reposer entre certaines épreuves, aller dormir. Ouais, en fait, ça dépend de l'horaire. Je dirais que l'horaire à Eugene était assez horrible parce que justement, il y avait énormément de temps entre les épreuves. Euh, alors que bah, c'est beaucoup plus simple si ça s'enchaîne. Tu es déjà échauffé, tu passes d'une épreuve à l'autre. Bon, quand même une pause pour manger à midi et pour digérer. Mais je pense qu'avant le 800 mètres à Eugene, on était genre à 7-8 heures où tu es là et t'attends en fait. Et j'ai essayé de dormir, mais pareil, avec le stress, tu sais que tu dois courir, que tu dois faire un bon temps. Impossible de fermer l'œil. Donc j'étais juste allongée comme ça pendant 5 heures sur mon lit. Enfin, je suis pas restée allongée 5 heures, mais tu essaies de tuer le temps, mais tu dois te reposer, mais c'est limite impossible de te reposer. Donc les horaires en championnat pour les épreuves combinées, ouais, pour le DK, je sais pas trop parce qu'ils ont ils ont plus d'épreuves. Mais c'est vrai que souvent pour l'hepta, en particulier la deuxième journée, où on commence la longueur à 9 heures, peut-être 10 heures du mat, puis on a le javelot vers midi, et puis tu cours à 21 heures, quoi. Le 800 mètres, c'est
c'est des longues journées, c'est épuisant aussi, parce que même si t'es pas tout le temps sur la piste, t'as le stress et t'as l'adrénaline non-stop, quoi. Et à l'entraînement, comment tu gères tes efforts aussi? Est-ce que tu te concentres sur les épreuves, tes points faibles pour que ça soit moins des points faibles? Bon, t'as pas beaucoup de points faibles, mais bon. Tes points forts pour que ça soit encore plus des points forts? Ou est-ce que tu te concentres sur les épreuves où il y a plus de points? Parce qu'on sait qu'il y a des épreuves qui rapportent plus que d'autres. Ouais, Tu... bah, je pense que c'est un équilibre à trouver. Après, le but, c'est quand même de continuer à progresser partout. Et puis, même si tu as des points forts où tu es déjà vraiment haut, il faut aussi savoir l'entretenir. Donc, c'est un numéro d'équilibriste. C'est ça qui, je trouve, est super intéressant et qui est super chouette avec les tests. C'est ça le challenge, en fait, de réussir à travailler tout et à te développer de tous les côtés, dans toutes les épreuves, en ayant voilà, on a le même nombre d'heures sur une journée et le même nombre de jours sur la semaine que les spécialistes dans leurs épreuves. Donc, c'est pas évident aussi de prendre la récup en compte. Tu peux pas commencer à faire toutes les épreuves le même jour. Enfin, faut aussi que ça reste qualitatif. Donc, c'est ça qui est super chouette en fait avec l'EPTA. Et je pense que ça dépend aussi d'un athlète à l'autre. Il faut trouver ce qui marche le mieux pour soi. Maintenant que tu as tout gagné au moins 2 fois, comment tu restes motivé? Ben, moi, ma motivation, c'est vraiment d'essayer d'arriver à mon niveau maximum, enfin, je ne sais pas exactement où il est. Je sais que je vais dans la bonne direction. Euh, Après, je pense que le challenge aussi, ce sera d'essayer enfin, de pouvoir réunir tout ça dans le même heptade, parce que plus tu progresses, je pense plus c'est compliqué d'arriver à être à 100% sur chaque épreuve sur le même week-end. Euh, et ça a toujours été ça ma motivation, vraiment d'essayer d'atteindre ma limite, de voir jusqu'où je pouvais aller. Et, euh, et voilà, je pense que c'est aussi lié au changement de cette année, c'est le fait de sentir que je peux encore aller plus loin et que je peux pas laisser tomber, entre guillemets, et rester dans une zone de confort en sachant que c'est pas comme ça que j'y arriverai. Donc voilà, sortir de ta zone de confort et, euh, et essayer d'aller chercher ce qui te manque pour aller encore plus loin. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Je t'ai entendu dire que tu voulais pas faire d'indoor en 2024 parce que c'était l'année des Jeux et tu as aussi dit que Istanbul était peut-être ton dernier Pinta. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes après Paris ou est-ce que j'ai mal compris? Ou est-ce que tu passes à autre chose ou je sais pas. Je crois que c'est pas exactement ça. Ok, Euh, mais ce que je disais surtout, c'était que j'étais contente d'avoir fait le record du monde parce que l'année prochaine, ouais, c'est les Jeux. Donc, je sais pas si je ferai de l'indoor, mais comme les Jeux, c'est l'objectif principal, il y a des chances que je le fasse pas. Et puis, tu sais jamais en fait de quoi l'avenir sera fait. Donc, je suis contente d'avoir pu faire cette compétition d'or et d'avoir fait ce record, même si voilà, c'était pas une préparation spécialement faite pour ça, parce que quand tu as une opportunité, en fait, faut la saisir. Et je suis contente d'avoir pu saisir celle-là, parce que tu sais pas quand elle pourra se représenter ou si elle se représentera. Donc voilà. En soi, il n'y a pas vraiment de décision qui est prise pour l'indoor l'année prochaine, mais effectivement, c'est les Jeux, donc il y a des chances que, comme pas mal d'athlètes, je pense, je ne sois pas là en indoor. Et après 2024, je ne compte pas raccrocher. Je pense que, comme j'ai dit, j'ai encore de belles années devant moi, j'ai encore, je pense, de belles choses que je peux faire. Après, voilà, indoor, pas indoor, je ne sais pas dire à l'avance, mais non, je compte pas stopper ma carrière. C'est pas dans mes plans, en tout cas, après Paris. très bien, très bien. Et comment tu l'envisages Paris? Parce que je sais que j'en ai parlé à des membres de l'équipe de Belgique qui me disaient que en fait, c'était pas marrant d'aller à Paris, que c'est juste à côté, que c'est pas très exotique et que et en même temps, c'est vous n'êtes pas à domicile, donc vous aurez peut-être moins le soutien du public que les athlètes français. Je vais pas citer la Ouais. personne qui m'a dit ça, mais oui, il n'avait pas l'air très content. Toi, tu le vis comment? Ah non, moi j'étais contente que ce soit à Paris, c'est trop cool parce que justement c'est pas loin. Donc ouais, on sera pas à la maison, mais bon, des Jeux Olympiques en Belgique, moi personnellement ça fait longtemps que j'ai fait le deuil. Je sais qu'il y aura jamais de championnat en Belgique, donc si c'est en France, je dirais que c'est encore le plus proche. En plus voilà, on parle la même langue, donc je dirais que c'est encore plus facile, t'es encore plus à l'aise. Et ouais, Paris c'est 4-5 heures de la maison, donc moi je trouve ça cool. Justement, enfin, j'ai des amis qui veulent venir, des gens de mon cercle d'entraînement qui veulent venir. Donc voilà, si c'était à Tokyo ou à Los Angeles, ce serait pas le cas. Que ta famille ait envie de venir aussi. Donc non, moi je trouve ça super cool. Je suis vraiment content que ce soit à Paris. Au contraire, je pense que
C'est probablement un des meilleurs endroits. Et ta première compète internationale, c'était en France, non? C'était pas à Lille? Ouais, c'était à Lille en 2011. C'était encore plus près, Et ça. là, par contre, j'étais un peu déçue que c'était à Lille, parce que c'était mes premiers championnats du monde à 16 ans, et puis c'est à Lille, quoi. Donc là, voilà, on a été en voiture, je me rappelle, on a fait 2 heures de route. Voilà, c'était un peu moins excitant, quoi. Mais du coup, les Jeux Olympiques, ce sera quand même cool. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est le côté universel. Bon, c'est vrai que là, je suis un peu lilloise, mais bon, je ne vais pas me prendre mal ta réponse précédente. Mais Non, c'est parler pas une belge, personnel. parler une belge, c'est peut-être pas très exotique, mais malgré tout, voilà, c'est un nouveau pays dans le podcast. C'est ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète? Moi, je dirais que c'est le côté fraternité, le côté famille, parce que j'ai vécu des expériences incroyables avec l'athlète. J'ai gagné des très belles médailles, mais je pense que la plus belle chose que l'athlète m'a offert, c'est les gens que j'ai rencontrés qui sont vraiment devenus beaucoup plus que des amis, qui sont devenus une famille pour moi. Donc ça, je pense que c'est vraiment la plus belle chose dans l'athlète, en tout cas en ce qui me concerne. C'était ma dernière question. Merci Nafi. Alors, il n'était pas top cet épisode? Merci Nafi, merci d'avoir accepté mon invitation et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes mondiaux et n'hésitez pas à aller voir le feed du podcast parce que d'autres épisodes pourraient vous plaire. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À la semaine prochaine!